J'aimerais rappeler que la médecine est une discipline humaine. Donc c'est un humain qui traite un autre humain. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau métier ou plus belle discipline, puisque vous allez apporter une aide à une personne souvent en détresse. Je rappelle aussi que l'outil est à la disposition du médecin. Le médecin reste l'acteur principal de la santé et en aucun cas soumis à la technologie. Donc l'outil est à sa disposition. C'est lui qui garde la maîtrise sur l'outil et ce n'est qu'un outil d'aide à la décision ou d'aide au diagnostic. Mais en aucun cas, l'outil devient maître de l'humain. C'est toujours l'inverse. Si on va vers une soumission à la machine, je pense qu'on est vraiment perdu. Alors, la médecine, selon l'Organisation mondiale de la santé, consiste à l'utilisation de technologies pour améliorer les soins. Donc, la télémédecine, en fait, rapproche le médecin du patient. On utilise une technologie pour rapprocher ce patient et réduire l'espace temporel et l'espace physique. Dans un contexte algérien, nous avons deux contraintes qui, en 2018, elles ont bouleversé la pratique de la santé. Elles sont applicables depuis 2023. C'est la loi sur la santé et la loi sur les données personnelles. Alors, vous avez donc la loi 1807 en ce qui concerne la protection des données et la loi 1811 relative à la santé. Donc pour la protection des données personnelles, les données de santé sont considérées comme des données sensibles. Donc c'est des données personnelles plus. Et elles sont soumises à autorisation. Lorsque vous allez traiter les données en structure de santé publique ou privée, vous allez devoir vous conformer au traitement des données. Donc je ne partage pas les données déjà, pour collecter les données, je dois avoir le consentement de mon patient au traitement des données de santé. Je dois les sécuriser, les crypter, ne pas les partager avec des personnes non autorisées et enfin les conserver en Algérie. Aujourd'hui, si vous utilisez dans vos échanges avec vos patients, vos confrères, vos camarades ou vos collègues, si vous utilisez Viber, WhatsApp, Gmail, là, vous faites sortir les données de l'Algérie et vous n'êtes plus en conformité avec la loi. Rappelez-vous qu'il y a aussi des sanctions pécuniaires et même des sanctions pénales. Donc, il faut vraiment faire attention à cette partie relative à la protection des données. C'est un droit du patient et on se doit de le respecter. Nous-mêmes, pour vous dire, la loi elle est applicable depuis août 2023. On a peut-être une quarantaine d'autorisations et de déclarations auprès de l'Autorité nationale de la protection des données personnelles et chaque fois, l'autorité exerce un droit de contrôle. Donc, ils viennent nous voir, nous auditer, vérifier que nous respectons nos engagements envers nos clients. Pardon, pas nos clients, nos utilisateurs. Non. Juste une chose, cette loi, pourquoi je vous ai parlé aujourd'hui de l'élection américaine, cette loi fait suite aux élections présidentielles américaines de 2016. Donc, durant cette élection, le Parti républicain s'est arrangé avec une société britannique qui s'appelle Cambridge Analytica et ils ont acheté toutes les données personnelles disponibles sur Facebook. Et donc, ils ont pu manipuler l'opinion politique. Donc, vous avez la plus grande puissance économique, politique, militaire au monde qui a pu se faire manipuler grâce aux données, ou plutôt à cause des données qui n'étaient pas protégées. Et depuis 2018, il y a une révolution mondiale en ce qui concerne les RGPD, donc les règles générales liées à la protection des données. Donc l'Europe a été précurseur, l'Algérie a mis en place cet arsenal juridique en 2018 et il est applicable depuis août 2023. La loi sur la santé que vous connaissez, donc il y a un encadrement légal, les règles éthiques et de la pratique de la santé ont été plus ou moins mieux encadrées et vous avez donc la responsabilité médicale qui a été clairement définie.
Alors, je ne vais pas vous parler de tous les actes de la télémédecine parce que j'aimerais aussi faire une distinction étymologique. Vous avez la télémédecine et la télésanté. Par exemple, la prescription médicamenteuse fait partie de la télésanté. L'aide à la dispensation dans les officines. On n'a pas ce genre de logiciel en Algérie. Mais en France, quand un médecin prescrit un médicament et qu'il n'est pas disponible pour X ou Y raison, le pharmacien peut proposer une alternative, sous réserve qu'il utilise un outil d'aide à la dispensation homologué par la haute autorité de la santé. Donc, la prescription en officine fait partie de la télésanté et non pas de la télémédecine. Et donc, je vais vous parler de la téléconsultation qu'on pratique chez nous, chez Docteur 360, la télésurveillance, la téléexpertise. Et dans la téléexpertise, je vais aussi parler de la téléassistance parce c'est une sous-partie de la téléexpertise. Et enfin, la régulation médicale. En fait, les présents ici qui ont déjà fait un stage dans un service d'urgence pourraient voir les bienfaits de la régulation médicale. Je vais le détailler plus tard. Donc la téléconsultation, c'est une pratique médicale qui utilise généralement un outil de visioconférence. Avant, on faisait des téléconsultations par téléphone. Aujourd'hui, depuis l'évolution des technologies, donc avec Webex, Zoom, Google Meet, on peut le faire en visio. Mais encore une fois, ce n'est pas conforme à la réglementation. D'ailleurs, il y a une directive européenne qui interdit l'utilisation de Zoom, de Google Meet. Il n'y a que Webex qui est autorisé. Pour nous, en Algérie, donc, on a développé notre propre plateforme de téléconsultation. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur Docteur 360, on fait plus ou moins 1000 à 1200 téléconsultations par semaine. Donc, quelques avantages. Donc, vous avez l'accessibilité des soins. En Algérie, on n'a pas une répartition homogène de la population ni de l'offre médicale. Vous avez 90% de l'offre médicale qui se limite à une bande au nord qui est de 200 à 250 km. Donc, toutes les personnes qui se trouvent dans le Grand Sud n'ont pas la même couverture. Alors que là, avec la téléconsultation, vous pouvez avoir un patient, et c'est notre cas, on a un patient qui est à Timimoun et qui est suivi par un médecin qui est à Bni Messous, à Alger. Donc, il y a 1600 km de distance, mais un suivi personnalisé. Encore une fois, on réduit les espaces et on réduit le temps. Et ça permet aux patients d'avoir... Alors, juste une chose, j'ai complètement oublié de vous le rappeler, on ne fait pas de télémédecine en premier contact. On ne le fait qu'en second contact. En fait, jamais, c'est une relation de confiance et elle doit être établie entre le patient et le médecin. Quand vous allez chez un médecin, il vous dit enlevez votre chemise, vous le faites. Si moi je vous le demande, vous allez me dire donc si vous voulez, il y a une relation de confiance qui est établie et c'est vraiment important. La relation que vous avez avec votre médecin, c'est une relation de confiance et vous pouvez même ne pas la partager avec vos parents, vos conjoints, vos enfants, vos amis. Donc, la télémédecine vient en second contact. Elle vient en support et en aucun cas en substitution. Et donc, vous avez une accessibilité accrue aux soins, le gain de temps et toute la partie déplacement, rapidité, et enfin le suivi continu et personnalisé. J'ai encore plus détaillé sur les autres types de télémédecine. Vous avez la téléexpertise. La téléexpertise, en fait, c'est une consultation entre un médecin et un confrère. Vous avez un médecin expert dans un domaine. Généralement, on l'a fait entre un médecin généraliste et un spécialiste. Un médecin traitant et un médecin qui traite un patient dans l'urgence. Là, on partage les expertises. Nous, on propose la téléexpertise dans le parcours de soins. Je vais vous parler tout à l'heure d'une plateforme qu'on est en train de déployer. Vous avez de la RCP, donc la réunion de concertation pluridisciplinaire, où le cancer n'est pas traité seulement par les oncologues, mais par plusieurs spécialités. Et ces spécialités vont échanger entre elles.
partager les expertises. Quand vous serez en résidana, donc vous allez avoir besoin de l'expertise d'un médecin, d'un chef de service, d'un professeur. Là, il va partager avec vous son expertise. Donc, c'est un partage de connaissances qui se fait à distance. Actuellement, à Alger, toujours à Bni Messous, il y a une convention de téléexpertise entre le CHU de Bni Messous et l'hôpital d'Adrar. Et les dossiers d'Adrar peuvent bénéficier, puisqu'ils n'ont pas toutes les spécialités à Adrar, peuvent bénéficier de l'expertise de Bni Messous, qui est l'un des plus grands CHU en Algérie, au profit bien entendu du patient. Donc la téléexpertise en Algérie, vous avez la facilitation pour les soins, parce qu'un patient qui se trouve à Adrar, où il n'y a pas toutes les spécialités, peut bénéficier de l'expertise d'Alger, de Batna, d'Oran, de Tizi Ouzou, de Annaba, sans se déplacer. Vous avez aussi les interventions d'urgence. Parfois, vous avez des cas d'urgence où le médecin présent n'a pas tous les moyens, n'a pas toute l'expertise. Donc, il peut faire appel à une expertise délocalisée. Et enfin, le renforcement des compétences. Une fois que vous discutez avec un médecin expert dans un domaine, vous allez bénéficier de ce partage de connaissances et d'expertise. Alors, en Algérie, la téléexpertise, ça reste toujours des projets pilotes. Il y a les intentions, mais la concrétisation et la généralisation tardent à avoir lieu, parce qu'il y a toujours les contraintes juridiques, les rôles, les responsabilités, les missions. Les moyens ne sont pas clairement définis. Donc, il y a toujours des intentions louables, mais dans les faits, souvent, c'est compliqué. Pour mettre en place une IRCP à Annaba, ça fait 18 mois qu'on travaille dessus. La solution est totalement prête, mais les médecins vous disent il y a certaines zones grises, il y a certaines zones qui ne sont pas clairement définies, donc je ne sais pas comment traiter. Alors, je n'ai pas parlé de la téléassistance volontairement. Je vous ai dit tout à l'heure que la téléassistance est une sous-catégorie de la téléexpertise. Qu'est-ce qui diffère? C'est l'urgence. En fait, on demande une téléassistance dans le cadre de l'urgence. Vous avez un patient qui est traité par le professeur Slimani et qui va à Oran et il a une crise ou une urgence. Le médecin ne peut pas faire un diagnostic complet, un diagnostic objectif. Donc, il demande au patient, vous êtes suivi par quel rhumatologue? C'est le professeur Slimani. Donc, je peux appeler le professeur Slimani pour lui dire, j'ai votre patient chez moi, il a tel problème, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Quelles sont les raisons qui ont poussé à cette urgence? Et le professeur Slimani me propose son assistance, bien sûr, pour le confort du patient. La régulation médicale. Souvent, les services d'urgence, en fait, ils ne gèrent pas seulement les urgences médicales, mais toutes les urgences de la société algérienne. Et dès que vous avez un problème, tout le monde va dans les urgences. Vous avez un patient et 10 accompagnateurs et chacun est expert dans son domaine. Donc, je ne vous parle même pas du contexte d'évolution du médecin. Souvent, on dit que les urgences, c'est le service le plus hostile aux médecins. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais il est hostile parce que vous avez un patient et 6 accompagnateurs, chacun donne son avis, le bruit, la pression, le stress, le nombre de patients, la garde de 24 heures qui s'éternise. Donc, c'est vraiment compliqué pour le médecin et encore plus pour le patient. Donc, pourquoi ne pas utiliser la régulation médicale? C'est d'appeler un service d'urgence. En France, on appelle le SAMU pour dire « je me trouve à tel endroit ». Avec tel patient et voici ses symptômes. Et à partir de là, la régulation médicale vous oriente vers un service d'urgence qui est soit le plus proche ou le plus approprié pour prendre en charge ce patient. Et en parallèle, elle contacte le service d'urgence pour dire tel patient va arriver dans une demi-heure, dans une heure, avec tel et tel symptôme. Donc l'équipe médicale est déjà préparée. En fait, j'aurais plutôt préféré utiliser le terme coordination d'urgence plutôt que régulation médicale, mais ça permet à tous les acteurs de la santé de se concerter, de coordonner l'action médicale. Alors, je n'aime pas trop lire les textes, mais bon, cette fois-ci, je vais faire une exception. Donc, ce processus par lequel les professionnels de santé, via des centres de régulation, à Skikda, ils ont un centre
qui est opérationnel depuis 2015. Ça marche très bien. Malheureusement, donc, en raison du manque de moyens de certaines structures, c'est devenu, le service de régulation est devenu une structure à charge pour les services d'urgence. Donc, des centres de régulation évaluent les besoins des patients pour déterminer la réponse médicale la plus appropriée. Elle a pour principale vocation de prioriser les cas critiques et de mobiliser les secours. Si vous avez, ceux qui ont un iPhone, vous avez une application native. Dès que vous avez un accident de véhicule, ça envoie une alerte. Sur Google, ça s'appelle Google SOS. Je vous conseille fortement de paramétrer une personne de confiance. Google SOS. Donc vous cherchez, vous allez renseigner les coordonnées d'une personne de confiance et en cas de problème de santé, vous cliquez 4 fois sur le bouton à droite et elle va envoyer une alerte. Donc elle va donner un signal d'alerte et votre position GPS. Et même si vous n'avez pas de crédit, l'SMS passe. Voilà. Je sais que vous êtes des étudiants, on est tous passés par là. Mais c'est vraiment important. Même si vos parents, vos proches, ça coûte rien. Vous pouvez même renseigner certaines informations. Votre groupe sanguin, vos allergies, vos antécédents, ça facilite énormément les choses. Et dès que vous appuyez sur 4 fois, ça envoie l'alerte et votre téléphone n'affiche plus l'heure, les notifications YouTube, Facebook. Et ça affiche les informations vitales. Pour les pompiers, c'est une information qui est plus que vitale. Donc, facilitez-vous les choses et facilitez les choses aux services d'urgence, aux pompiers et tous les intervenants. Alors, parmi les avantages de la régulation, donc une orientation rapide des patients, une réduction de la charge sur les urgences. Pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore fait les urgences, ce jour-là, essayez de vous rappeler de moi parce que ça va être une journée très très longue, n'est-ce pas? Alors, et donc, vous avez la réactivité et sécurité pour les situations d'urgence, notamment les accidents de la circulation. Alors, je vous ai pris une photo pour schématiser la régulation médicale. Donc, vous avez un problème à la maison, vous faites un accident de véhicule, vous appelez directement le 15, donc le SAMU, et à partir de là, eux vont commencer à coordonner les soins. S'ils ont toutes les informations, on n'a pas encore ça en Algérie, le dossier médical partagé, le dossier médical électronique, mais ça viendra, Inch'Allah. Donc, à partir de là, à partir d'un numéro de téléphone, ils ont même, en France, ils ont même l'annuaire, tu as les opérateurs de téléphonie. Donc, avec seulement votre numéro de téléphone, ils peuvent savoir qui vous êtes et accéder à vos santé. Donc, contactez votre médecin traitant s'il y a besoin d'imagerie, de neurologie, de rééducation, d'hospitalisation. En France, aujourd'hui, on considère qu'une nuit d'hospitalisation coûte entre 1 900 € et 3 000 €. Donc, ils préfèrent que vous rentriez chez vous et qu'ils vous envoient un médecin à domicile. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Nous, on n'y est pas encore en Algérie, on a plutôt la médecine à domicile. Et vous avez enfin hier, pendant le hackathon, j'ai rencontré 2 groupes qui étaient en train de faire des objets connectés. En fait, le monitoring médical. Vous savez qu'il y a des signes avant-coureurs d'un AVC. Donc, si vous avez des objets connectés, même les étudiants qui sont intéressés par les projets de start-up liés à la santé, ça, c'est des projets qui sont concrets. On en a 2 à Alger, au cyberparc de Sidi Abdallah, qui sont en train de développer des objets connectés et surtout des plateformes de monitoring de telle sorte à ce que si une personne chute, son rythme cardiaque s'accélère ou chute, donc il y a le rythme cardiaque, la chute, le rythme cardiaque, la glycémie, la tension, et j'ai oublié le dernier point. Donc dès qu'il y a un de ces paramètres qui évolue négativement, vous avez des alertes. Soit c'est un parent qui reçoit cette alerte, ou bien c'est une société d'assistance médicale qui va vers le patient. Imaginez toutes les vies qu'on pourrait sauver avec un outil de détection précoce. On parle même de médecine, non pas préventive, mais prédictive, puisqu'on peut prévoir
que cette personne risque d'avoir un problème. Et à partir de là, vous intervenez avant qu'il y ait un problème. Alors, donc, pour la télésurveillance, vous avez toutes les informations. Donc, c'est un système qui enregistre toutes les informations, l'historique médical. Et souvent, l'historique médical est encore plus important que les données recueillies ou tentées lors d'un diagnostic ou d'une consultation. Vous réduisez aussi les hospitalisations puisque vous avez de moins en moins de patients qui viennent en urgence ou dans un état critique. Et enfin, vous réduisez les risques de complications. Alors, je vous ai dit, on fait à peu près 1000 à 1200 consultations par semaine. Jusqu'à présent, mis à part les problèmes qui sont inhérents à la connexion, j'ai vu ici que certains opérateurs fonctionnent mieux que d'autres. Mais globalement, le fait de réduire les distances, un patient qui n'a plus besoin de se déplacer de Timimoun jusqu'à Beni Messous, pour lui, c'est un changement radical dans la pratique de la santé. Donc, jusqu'à présent, on a beaucoup de points positifs et c'est ce qui nous motive à aller encore plus loin dans la digitalisation du parcours de soins. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de choses positives, mais il y a aussi la réalité du terrain algérien. L'infrastructure de télécommunication, puisqu'on a le réseau à Alger est excellent, à Batna, il est un peu moins. Hier, en venant de Constantine, le réseau n'était pas top partout. À Darar, je ne vous parle même pas de la situation. Donc, il y a aussi la santé, ce n'est pas l'affaire que des médecins, pardon, pas que des médecins, c'est le terme plutôt. En fait, c'est l'affaire de tous. Donc, tout le monde doit contribuer. Même les opérateurs de télécom doivent fournir l'infrastructure pour les objets connectés, la télémédecine, la téléconsultation et tout ce qui s'ensuit. Le cadre légal. Aujourd'hui, nous, on fait de la e-prescription. Cette prescription, elle est authentifiée, sécurisée. Mais quand vous allez dans les officines ou surtout la CNAS, pour certains médicaments, ils vous disent « je n'accepte pas le QR code, il me faut le cachet humide ». Alors que nous, on veut dématérialiser ça. Dans les structures hospitalières, je vois un réflexe qui me pose problème, c'est les médecins qui se prêtent les cachets. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait jamais avoir lieu parce qu'il y a une responsabilité derrière. Donc nous, on a verrouillé ce système pour éviter les échanges de griffes. Donc on a un système d'authentification qui permet d'être sûr que cette ordonnance a bien été prescrite par le médecin concerné. Malheureusement, la CNAS et certaines officines pour des médicaments, pour des catégories de médicaments, refusent le QR code. Et enfin, bien entendu, la formation. Avant d'utiliser un outil, on doit suivre une formation d'utilisation sur les cas d'usage, sur ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Ça nous fait vraiment défaut dans la digitalisation. Alors, je vais faire un peu de promotion de ma start-up. Donc, un exemple d'application pratique. Donc, nous, notre start-up, elle s'appelle Docteur 360. Donc, c'est une santé à 360 degrés où le patient est mis au centre du cercle et il est entouré de professionnels de la santé. Alors, pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de la santé, que ce soit les paramédicaux, les transporteurs sanitaires, les officines. On a même les vétérinaires, parce que j'avais un chat et je tenais beaucoup à sa santé. Voilà. Et on a une deuxième plateforme qui s'appelle Kirkonos. Kirkonos, c'est le nom grec du mot cancer. Et c'est la première fois qu'on a découvert, c'est Hippocrate qui a découvert la multiplication des cellules cancéreuses et il l'a appelé Kirkonos. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce terme. Donc, la plateforme Docteur 360, c'est une plateforme de prise de rendez-vous médicaux où on propose la prise de rendez-vous en cabinet, en téléconsultation et à domicile. Et on propose aussi la coordination médicale. Donc, si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, vous allez consulter le docteur Slimani, le professeur Slimani, s'il doit vous orienter vers un centre d'imagerie ou un laboratoire d'analyse, il va vous faire la prescription, mais il peut aussi
vous orienter, donc orienter cette prescription vers un centre d'imagerie qui est inscrit sur la plateforme. Les résultats disponibles, vous n'avez pas besoin de les chercher, donc ils peuvent être directement transmis au docteur Slimani. Vous pouvez faire une consultation et pour l'interprétation des résultats, vous pouvez faire une téléconsultation. Ça vous évite de rater une journée de travail, une journée d'études. Et pour le professeur Slimani, une téléconsultation généralement est beaucoup plus courte qu'une consultation physique. C'est un rapport de 1 à 2. Voilà. Je la fais à la maison. Pardon? Je la fais à la maison. À la maison? Ok. Pardon? C'est un avantage. Ah oui, bien sûr, mais surtout pour le médecin, mais aussi pour le patient. Imaginez que vous ayez des salariés ou des étudiants, ils peuvent s'isoler dans un box et faire leur téléconsultation plutôt que de faire des kilomètres. Et donc, on a la deuxième plateforme qui s'appelle Kirkonos. Elle est en cours de déploiement sur les centres anti-cancer de Annaba et Drah Ben Khadda. Donc, il y a 2 centres anti-cancer et 12 établissements rattachés. Généralement, c'est des services ou des unités d'oncologie dans les hôpitaux. Donc, et bien entendu, il y a tous les praticiens privés. Généralement, le cancer en Algérie commence en privé. Donc, dans les cabinets médicaux, on commence à faire le diagnostic. Une fois qu'on a établi le diagnostic, on donne le dossier au patient pour aller au centre anti-cancer. Là, on s'est dit pourquoi ne pas construire un pont entre le public et le privé. Donc, on commence dans le privé ou dans le public et on continue avec le patient. Même le médecin privé peut participer à la RCP. Je vais y revenir. Donc là, on a pris un algorithme type d'un parcours de soins pour le cancer du sein. Bon, j'aurais préféré le présenter en octobre, mais bon, en novembre, c'est le cancer bleu. C'est le cancer bleu, donc c'est la prostate. Ouais. Donc vous avez un cas, donc ça commence par la prévention, le dépistage, les signes et symptômes, les investigations pour un cancer confirmé et la IRCP. C'est une RCP dématérialisée. Le médecin n'a pas besoin de se déplacer et toutes les données sont inscrites sur un compte rendu digitalisé. Donc il n'y a pas de perte d'informations. Encore une fois, je rappelle que l'historique est aussi important que les données recueillies lors d'un diagnostic donné. Et vous avez donc le traitement des maladies locaux-régionales, métastatiques, les récidives, les progressions, le suivi des survivants et on fait même l'accompagnement en fin de vie. On a tendance à éviter de prononcer le mot qui commence par MO. Voilà. On considère que c'est une défaite. Pardon? Oui, mais nous on préfère... voilà. Donc dans une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, vous allez avoir plusieurs spécialités. Bien sûr, cela dépend de la pathologie qui va être discutée, mais généralement, vous avez des généralistes, des radiologues, des oncologues, des anatomopathologistes, des chirurgiens, le corps paramédical et bien entendu le médecin traitant qui connaît le mieux son patient. Donc on leur a fourni une batterie d'outils. Donc vous avez le système de messagerie et tous ces outils qu'on est en train de vous proposer sont mis en conformité avec la loi sur la santé et la loi sur la protection des données personnelles. Vous avez un système de partage de documents pour éviter de les perdre, le système de visioconférence pour faire de la téléconsultation, de la téléassistance et de la téléexpertise. Et on n'utilise pas du Zoom, on a notre propre plateforme qui est hébergée en Algérie. Donc la IRCP qui est une forme de téléexpertise, les comptes pour les professionnels de la santé, parce qu'on veut aussi garder le contact permanent entre le médecin et le patient. Donc on a une application pour les patients et une application pour les médecins. Vous avez de la téléradiologie. Là, on a finalisé le projet. Malheureusement, le ministère de la Santé voit les choses autrement. On n'autorise pas. En fait, ils obligent les radiologues à être présents lors de la réalisation de l'acte de radiologie, ce qui est complètement... Donc là, on va les survoler. Donc vous avez le système de messagerie, le partage de documents, la visioconférence, la téléradiologie, les comptes pour les professionnels de la santé et les patients, la sécurité, la formation et le support. Et voilà à quoi ressemble une RCP. Je ne suis pas habilité à vous montrer une RCP dans un centre anti-cancer en Algérie, mais ça ressemble. Donc ils ont un écran et là vous avez une équipe. Une RCP peut au maximum prendre
16 professionnels de la santé. Et voilà un cas clinique pour le sein. Donc, ça, c'est le workflow. Donc, vous avez le diagnostic et la classification. La RCP 1 et 2. En France, il faut au minimum une RCP d'ouverture et une RCP de clôture. On a déjà fait 4 RCP en cas de rejet pour je vais parler de la préservation de la fécondité. Quand vous avez des porteuses de cancer de sein en âge de procréer, vous devez au préalable préserver leur fertilité, donc avec un processus de stimulation, de conservation des ovocytes avant de procéder à un traitement chimiothérapeutique qui peut avoir des conséquences très graves pour la fertilité. Donc vous avez la classification, pour le sein on fait la classification PTNM, UTNM, ITNM, CTNM, on fait la classification ARC, les bilans thérapeutiques, les bilans d'extension, les comptes rendus d'anapath, et on fait l'anapath 1, 2 et la chirurgie, les états. Donc voilà. Donc là c'est une RCP avec tout le processus. Donc c'est le médecin traitant qui soumet un dossier complet. Il ne peut pas le soumettre avec un manque d'informations. La réunion est automatiquement programmée et le médecin peut se connecter à travers un terminal mobile, tablette et PC. Donc la mise en place du schéma thérapeutique, si on fait de la chirurgie, de l'anapath, les indications de reprise de chirurgie, la radiothérapie et le traitement médical adjuvant. Malheureusement en Algérie, on fait très peu de néo-adjuvants parce que pour les raisons que vous connaissez. Voilà. Donc les cas particuliers de stratégie thérapeutique, ça aussi on est en train de travailler avec le CHU d'Oran pour les introduire et faciliter encore plus l'aide à la décision pour les équipes de RCP. Voilà, j'ai terminé. Je sais que j'ai été très long et je vous remercie pour votre attention. Donc, voilà.